Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée à la Russie et pour laquelle nous recevrons Pavel Chinsky, avant la semaine prochaine de nous intéresser à l'Inde et de recevoir Jean-Luc Racine et puis de terminer cette série de 9 émissions thématiques en essayant d'explorer la galaxie zadiste avec Sandra Laugier. Nous reprendrons le cours de nos émissions ordinaires, de nos émissions de commentaires d'actualité, le dimanche 9 septembre. Cette série des 9 émissions thématiques est soutenue moralement et financièrement par la compagnie d'assurance MMA qui nous soutient matériellement en contribuant au financement de la production de ces émissions et qui nous soutient moralement en faisant connaître notre émission auprès de ses agents, de ses employés et aussi de ses clients. Et puis, cette émission est d'une manière générale, le Nouvel Esprit Public est soutenu financièrement et moralement par ses auditeurs que nous avons pris l'habitude, ou plutôt dont nous avons pris l'habitude de remercier quelques-uns chaque semaine. Et pour ma part, je remercie Jean-Pierre Baude, Roman Machover, Fabrice Vareille, Pierre-Henri Chapt et Gérard Carreras. Jean-Louis Bourlange. Eh bien moi, je remercierai Anne Castagne, Jocelyne Guignon, Jean-Jacques Denis et Sadek Fernadji. Pavel Chinsky. Merci à Jean-Baptiste Caillot, Emmanuel Monteco, Pierre Magnier et Frédéric Maillot. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, j'exprime notre gratitude à Jacques Millepied, Brigitte de Saint-Martin, Denis Barbier et Pierre Santamaria. Merci à eux toutes et à eux tous, ainsi qu'à celles et à ceux qui pourraient venir grossir leur rang en se passant par le site www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr qui vous indique toutes les manières j'allais dire d'être notre souteneur, c'est peut-être pas tout à fait la bonne expression, mais de vous ranger, de compter parmi nos soutiens. Venons-en maintenant à notre sujet d'aujourd'hui, la Russie, avec vous, Pavel Chinsky. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de russe, vous êtes spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Union soviétique, vous êtes l'auteur d'une dizaine d'articles et de plusieurs monographies sur le régime stalinien, vous dirigez la collection Domaine russe créée en 2000 aux éditions du Cherche Midi. Vous avez été pendant un temps enseignant à l'université Charles de Gaulle à Lille et à la Sorbonne, puis vous êtes devenu directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, je crois en 2017. Venons-en donc à ce pays dans lequel vous vivez la plupart de l'année et dans lequel l'élection présidentielle en mars dernier a été remportée une nouvelle fois avec 76% des voix par Vladimir Poutine, que voilà donc installé au Kremlin au moins jusqu'en 2024 dans un contexte de tension avec les pays occidentaux. Arrivé au pouvoir en 2000, le président russe a entrepris de redresser l'économie du pays. Les ressources pétrolières et gazières y ont contribué, notamment grâce à la flambée des prix des matières premières dans les années 2000. Mais aujourd'hui, l'économie russe paraît tributaire des aléas des cours du pétrole et affaiblie par les sanctions occidentales qui pèsent sur le pays depuis l'annexion de la Crimée en 2014. La croissance atteint à peine 1,5% en 2017. Après la récession des années 2015 et 2016, c'est un changement positif, mais enfin, ça n'est qu'1,5%. Le taux de chômage se situe à 5,1% et la dette publique représente 15,6% du produit intérieur brut, ce qui pourrait aussi faire l'objet de l'envie d'un certain nombre de pays. L'inflation paraît stabilisée et le secteur bancaire, très durement frappé par la crise de 2008, est en passe de redevenir stable. La Russie reste un des pays les plus inégalitaires du monde, avec 10% de la population qui détiendrait 77% des richesses selon une étude du Crédit Suisse. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a été estimé à 20 millions en 2016, 20 millions sur 146 millions d'habitants. L'espérance de vie demeure en deçà de la moyenne européenne, elle est à 80 ans. Le taux de fécondité est de 1,75, en augmentation depuis 2000 et assez inégal selon les régions.
La corruption vaut à la Russie d'occuper le 131e rang sur 176 dans le classement de l'organisation non gouvernementale Transparency. L'État a la main sur un grand nombre de secteurs clés, allant de l'industrie aux médias. Presque toutes les grandes chaînes appartiennent soit directement à l'État, soit à des oligarques proches du pouvoir, ou à des grands groupes comme Gazprom. Malgré ses faiblesses économiques et sociales, la Russie de Poutine s'inscrit comme un grand acteur de la scène politique internationale. Malgré ses faiblesses économiques et sociales, la Russie de Poutine s'inscrit comme un grand acteur de la scène politique internationale, notamment en se positionnant comme un acteur clé au Moyen-Orient et en affirmant sa place de grande puissance mondiale. Avec une population qui se déclare à 80% croyante, l'Église orthodoxe tient une part importante dans la vie du pays. Sans être une religion d'État, l'orthodoxie a été inscrite dans la Constitution comme partie intégrante de l'identité culturelle, historique et spirituelle russe. Mais la Russie compte également près de 20 millions de musulmans. Présent depuis les débuts de l'Empire russe, l'islam avait été éradiqué à marche forcée avec les autres religions sous l'Union soviétique, avant de faire son retour en force ces dernières années. Le pays est confronté aujourd'hui à la montée de l'islamisme et du terrorisme, notamment venu de Tchétchénie, grand pourvoyeur de djihadistes depuis la fin du conflit armé en 2009. Nous allons essayer d'aborder quelques-unes, peut-être toutes, peut-être aussi d'autres de ces questions avec vous, Pavel Ginsky, mais peut-être, si vous voulez bien que cette émission soit enregistrée avant la fin de cet événement, mais peut-être pourriez-vous nous dire un mot, non pas sur la Coupe du Monde, mais sur ce que la Coupe du Monde a été, ce dont la Coupe du Monde a été l'occasion en Russie. Merci de m'avoir invité. Je tenais tout d'abord, force est de constater que votre présentation est étonnamment objective pour un pays qui est si mythographié, dont on parle avec tellement d'images, sinon d'épinal, mais en tout cas moins d'idées reçues. Et c'est le problème principal que nous avons à la Chambre de commerce que je dirige depuis 2007 et non depuis 2017. Oui, 2007, oui, pardon. Oui. Un petit peu de vision dans la durée. Et donc, effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. La Russie est un pays extrêmement contrasté, beaucoup plus proche de l'Europe que de l'Asie, et beaucoup plus proche de nos mœurs que nous semblons parfois le croire. Et jusqu'à présent, cette Coupe du Monde est un sans faute. Je ne parle pas des résultats ou des prestations des équipes, je parle en tout cas de la manière dont les choses sont organisées. Moscou, qui est une ville assez peu touristique, beaucoup moins que Saint-Pétersbourg en tout cas, aujourd'hui est bariolé aux couleurs sud-américaines avec tout un tas de couvre-chefs et d'habits folkloriques, et tout se passe dans une atmosphère bon enfant auquel les moscovites eux-mêmes ne sont pas habitués. Généralement, les forces de sécurité omniprésentes sont assez rugueuses, assez patibulaires, et ici, c'est le sourire qui prédomine. Et discutant au gré des vols dans les aéroports ou dans les gares avec un certain nombre de supporters qui font la navette entre les différentes villes où sont organisés les matchs, on a l'impression que effectivement ils ne sont pas en Russie, mais quelque part entre l'Italie et la Suisse. En tout cas, ils en ont une vision très apaisée, et j'espère que cette vision survivra à la Coupe. Je reprécise que nous enregistrons cette émission une quinzaine de jours avant la fin de la dite Coupe. Donc, Jean-Louis Bourlange. Moi, je suis très, très intéressé parce que votre introduction, à savoir que, et en même temps extrêmement terrorisé, à savoir que nous ne devons pas aborder les problèmes russes avec des idées reçues, ce qui est des poncifs, ce qui est effectivement une des marques de la façon dont nous traitons ces problèmes. Alors, je ne dirais pas depuis Astolphe de Custine, mais enfin, quand même depuis un certain temps. Et j'aimerais bien vous poser, allons dans le vif du sujet, vous demander quels sont les fantasmes, les poncifs qui vous agacent le plus et auxquels vous souhaiteriez qu'à travers cette émission, notamment, nous tordions le cou. Pavel Ginsky. Vous m'avez tendu non pas une perche, mais un câble en parlant d'Astolphe de Custine. En fait, l'une des rééditions... Je demande pardon, mais en ce qui concerne Astolphe de Custine, je parlerai au nom d'un certain nombre d'autres ignorants. Je crois qu'il serait bon que vous, rafraîchissiez nos mémoires, voire même que vous les ensemenciez. C'est un contemporain de Tocqueville, donc nous sommes dans la deuxième moitié du 19e, et Astolphe de Custine fait sur la Russie un récit de voyage qui est comparable
par sa prégnance et son autorité, à ce que Tocqueville décrit à propos des États-Unis. Sauf que d'un côté, nous avons une vision extrêmement positive du rêve américain, ce qui en tout cas est en train de le devenir, et de l'autre, Custine rentre, alors qu'il avait été invité par Nicolas Ier pour faire ce que beaucoup de secrétaires généraux soviétiques ont fait, c'est-à-dire pour faire de la propagande, et il revient un petit peu avant Gide avec une vision extrêmement noire d'un pays rongé par la bureaucratie, la corruption, et c'est cette vision qui, de commentateur en kremlinologue, va survivre jusqu'à nos jours. Mais, comme je le disais, l'une des rééditions de ces lettres de Russie, en poche, avec une préface de Pierre Nora, donne on a vu une explication qui est assez satisfaisante assez poncif, c'est-à-dire que Custine ne voit de la Russie que le cœur du réacteur, c'est-à-dire le système de pouvoir, les relations entre le gouvernant, la cour, les concussions, les jeux, les intrigues, ce que Churchill écrivait comme une lutte de bulldogs sous le tapis, à propos des luttes de clans autour de Staline. Et en fait, la Russie, ce n'est pas que Poutine. Et on a coutume de parler de la Russie de Poutine comme c'était un seul mot, ou tout du moins avec des traits d'union. Or, la Russie, c'est d'un bout à l'autre du pays, un vol Paris-Los Angeles, sans quitter le territoire national. Je reviens des îles Kouriles, qui sont à l'extrême, c'est l'extrême orient de la Russie. On est à quelques encablures du Japon. C'était le Japon d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et puis Kaliningrad, elle est une enclave entourée d'un côté par les États baltes, de l'autre par la Pologne. Et tout ça, c'est la Russie, avec des grandes nuances peu décrites, mais décrites par quelques journalistes ou écrivains. Mais essentiellement, quand on parle de la Russie, on parle de la Russie de Poutine, de la corruption, du dopage, des assassinats, des limitations de liberté de la presse, des violences domestiques et de ce genre de choses. Je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est que la France n'est pas que la Tour Eiffel, Joe Dassin et les fromages qui sentent fort, comme beaucoup de Russes continuent à le croire, mais que c'est également tout un tas d'autres choses. Eh bien, la Russie, ce n'est pas que la Russie de Poutine. Oui, mais cette Russie de Poutine existe. Absolument. C'est évident que vous n'avez pas tout à fait répondu, ou plus exactement à la question de Jean-Louis, appelé une deuxième question, qui est, Jean-Louis vous a demandé ce qui vous agacait le plus dans les représentations de la Russie ou dans les informations de la Russie. La question corollaire, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir, à quoi aimeriez-vous voir, par exemple, les médias internationaux, et notamment français, s'intéresser en Russie? Aux régions, à tout ce qui est la Russie hors de Moscou. Et peu de correspondants font l'effort sur place de les sillonner régulièrement. Parfois, il y a un exercice qui est d'ailleurs assez agréable et sympathique, effectué par un certain nombre d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui consiste à prendre un train et, au fil de cette immensité géographique, de comprendre que la Russie, c'est une géographie et pas simplement une histoire. Et aujourd'hui, effectivement, la Russie se montre par le petit bout de la lorgnette qui se focalise sur l'enceinte du Kremlin. Et il faudrait sortir du Kremlin, il faudrait sortir de Moscou pour prendre la mesure de ce qu'est ce pays si gigantesque et si complexe. François Bujon de l'Étang. D'abord, un grain de sel sur l'affaire de Custine et de Tocqueville, si vous permettez. Moi, j'ai toujours été un lecteur assidu. J'ai été un lecteur assidu de Custine comme de Tocqueville, et je vois une immense différence entre les deux. C'est que Custine est allé au cœur du totalitarisme, mais il est passé assez largement à côté de l'âme russe, de la douche slave, alors que Tocqueville est allé, lui, au cœur du génie américain dont il a compris vraiment les moindres ressorts. Pour moi, on ne les met pas sur le même, on a tort de les mettre sur le même plan. Cette parenthèse purement personnelle étant fermée, je voudrais revenir un petit peu à l'histoire contemporaine. Nous attaquons, si j'ose dire, un nouveau mandat du président Poutine, par conséquent, qui nous mène, vous l'avez dit, jusqu'en 2024 au minimum, puisque rien ne dit qu'il n'en fera pas un autre ensuite. Est-ce
Qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau de ce nouveau mandat? Je ne pense pas tellement à la politique étrangère, à sa position géopolitique, à son attitude vis-à-vis de l'Occident, dont je crains malheureusement qu'elle ne soit figée pour toute la durée de son règne, mais je pense à la façon dont il peut transformer la Russie, au fond. Je m'explique. Juste avant l'élection récente, on a vu, les kremlinologues avaient repéré un certain nombre de mouvements de personnes intéressants dans l'entourage du président Poutine et avait vu l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux visages, de personnalités souvent plus jeunes, disons plus technocratiques, complètement post-soviétiques, et dont pensait qu'il les mettait en place pour attaquer un nouveau mandat qui serait un mandat dans le domaine économique beaucoup plus réformateur. Et puis, depuis son élection, on voit qu'il a au contraire confirmé la plupart des membres du gouvernement, il a reconfirmé M. Medvedev comme Premier ministre, et on ne voit pas beaucoup de changements. Et même quelqu'un comme M. Koudrine, par exemple, l'ancien ministre des Finances, qui est un de ses jokers, un des jokers économiques de Poutine, Alexei Koudrine n'a pas fait son retour, comme on pensait qu'il allait le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un nouveau mandat qui, dans le domaine de la gestion de l'économie russe, va se situer exactement dans le prolongement des précédents? Ou peut-on attendre, alors même que la croissance repart un peu en Russie et que le baril de pétrole à $80 facilite évidemment les choses, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de nouveau et enfin un certain nombre de ces grandes réformes de structure dont l'économie russe a le plus grand besoin? Pavel Ginsky. Nous allons continuer sous l'ombre tutélaire de Tocqueville. Je me rappelle d'une discussion très récente avec notre actuel ambassadeur de France à Moscou, Sylvie Berman. Nous étions ensemble en Extrême-Orient sur les îles Sakhalines et qui me parlait de sa récente expérience d'ambassadeur de France en Chine, à Pékin, où elle me disait que, continuant de suivre l'actualité chinoise, l'un des best-sellers actuellement en Chine était la traduction de La démocratie en Amérique, parce que le PC chinois comprend bien que c'est au moment où l'on réforme que les risques de disparition du régime sont les plus forts. Ce que Tocqueville devine à l'époque et ce que Gorbatchev a illustré il y a peu. Je parle de cela parce que... Pour Louis XVI, donc. En Chine, je ne sais pas. En Russie, Poutine comprend bien que d'une part, le régime ne peut pas rester fossilisé. Et le précédent brejnevien est encore très présent à l'esprit. De l'autre, il comprend que d'un côté, moderniser, faire monter une jeune garde, un peu comme Staline d'ailleurs l'avait fait au 19e congrès du parti, quand il a un petit peu, pas un petit peu, il a beaucoup élargi à la fois les quotas du Politburo et du comité central en noyant la vieille garde des années 30 dans la masse de ceux qui deviendront ensuite la direction collégiale de l'époque brejnevienne. Et Poutine comprend bien qu'on ne peut pas nommer partout des trentenaires passés par Harvard, parlant couramment anglais, ayant une expérience professionnelle, parce que le système n'a pas été cousu pour ce type de management. Donc, aujourd'hui, sa place dans l'histoire est, me semble-t-il, garantie, ne serait-ce que par la question de la Crimée. En Russie, on le surnomme le rassembleur des terres russes, reprenant une vieille épithète du Moyen-Âge. Je ne pense pas qu'il puisse refaire un autre mandat. C'est quelqu'un qui est extrêmement, et c'est quelque chose qu'il répète à longueur de temps sur la scène internationale, et pas simplement au sujet du Kosovo et de la Crimée, mais quelqu'un qui est extrêmement respectueux des formes. Il aurait pu facilement triturer la Constitution pour se faire élire une troisième fois. À la place de cela, il y a eu cette espèce de rock étonnant avec Dimitri Medvedev. Il était Premier ministre, il a fait un job de Premier ministre et non pas de président. Et je pense qu'il ne restera sans doute pas à la datcha à cultiver des pommes de terre. Il restera sans doute dans l'ombre, mais je suis convaincu, et on en reparlera peut-être dans quelques années, quitte à faire le pari d'une bouteille de vodka, qu'il ne sera plus président après ce mandat. Donc il y a deux choses. D'une part, rendre les clés et assurer une pérennité. Que le chaos ne lui succède pas, parce que sinon tout ça n'aura servi à rien. Et secondo, mener à terme un certain nombre des réformes de longue haleine dont il parle depuis longtemps, l'amélioration des conditions de vie, une modernisation de l'économie, notamment en passant par le digital, ça semble être sa nouvelle marotte. Il y a un grand manque, et nous le ressentons, comme là je parle avec ma casquette d'entrepreneur, de directeur de chambre de commerce, un grand manque qui est la réforme de la justice, sans laquelle, hélas, rien ne pourra véritablement avancer et s'améliorer en Russie. Mais demander à un ancien colonel du FSB, du KGB, de faire une réforme de la justice, c'est comme demander à un rabbin de transformer sa synagogue en charcuterie. Même s'il y a
peut-être opportunité et bon sens à le faire, ce n'est pas la bonne personne pour mener à bien ce type de tâche. Alors, je voudrais en venir quand même à ce qui vous a tout à l'heure qui a pris rang parmi vos sujets d'agacement. Il se trouve que j'ai un ami qui est journaliste à Moscou, il est français, il est pigiste, il vit donc des commandes que lui passent les différents médias français, audiovisuels ou écrits, et il me dit, comme vous, qu'il est exaspéré par la manière dont les Français voient la Russie, et que quand on lui téléphone, on lui dit surtout, quand on lui envoie une commande, on lui dit, et surtout, montre bien que, alors que ce soit à propos du traitement des homosexuels, que ce soit à propos de telle ou telle manifestation politique, etc., etc. Là, et quand il ne remplit pas cette commande, on lui prend pas ses papiers. D'accord. Mais cependant, on tue des journalistes, et on n'en tue pas un de temps en temps, on en tue. Cependant, l'Ukraine, cependant, on empêche les candidats ou un candidat de se présenter. Je ne parle pas de la Crimée, parce que sur la Crimée, beaucoup disent c'est normal, c'est très bien, mais rien qu'en s'en tenant à ces trois exemples-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça peut tempérer l'agacement que vous avez ou que d'autres peuvent ressentir quand on leur parle, quand on leur présente l'image sombre du régime Poutine. À partir du moment où l'on parle des pages sombres mais également des pages claires et on tempère les choses et on explique que par exemple à Kazan il y a quelque chose qui s'appelle l'euro-islam et qui marche de manière absolument formidable malgré effectivement ce que vous avez évoqué, un certain nombre de répressions religieuses qui ont pendant des décennies eu cours, et vous avez à mon avis des leçons à prendre même pour nous qui avons pourtant une longue expérience des politiques d'assimilation et pour qui les questions de cohabitation entre les différentes religions ont été un problème majeur depuis plusieurs siècles. Eh bien, vous avez des exemples en Russie parfaitement pacifiques, heureux, harmonieux, symbiotiques, de coexistence entre des communautés musulmanes profondément intégrées à la vie spirituelle, politique, économique du pays, et une orthodoxie qui pourtant semble étonnamment proche du pouvoir, notamment quand on voit régulièrement le président Poutine à côté du patriarche dans des événements qui a priori n'ont pas l'air d'être particulièrement religieux. Je parle notamment des grandes commémorations patriotiques et également de tout ce qui a trait à la Crimée. Donc, parlons des journalistes, parlons des libertés civiles, parlons des minorités, mais parlons également de ce qui se passe d'un bout à l'autre du pays et de la manière dont les choses évoluent, parce qu'elles évoluent tout de même. Au fond, si je comprends bien, ce qui vous agace le plus, c'est que la Russie ne fasse pas vraiment l'objet de curiosité. Non, je vais être peut-être... comment dire les choses. On attend des Russes des choses qu'on n'attend pas des Chinois. Les Chinois sont jaunes, ils sont bridés, ils ont une culture autre. Donc le Népal, le Tibet, parfois on aborde la question, mais sur le fond, la Chine est un objet de fascination politique, économique, et on ne passe pas notre temps à faire la leçon à Xi Jinping sur la manière dont il gère un certain nombre de dossiers. Par contre, en tête d'affiche, en tête de gondole, sur la Russie, eh bien, voilà les sujets que les médias, les plus paresseux en tout cas, évoquent le plus. Ce ne sont pas la majorité, mais alors Jean-Luc Bourlanges. Néanmoins. Oui, moi je comprends très bien. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant que, par exemple, dans ce pays, on considère que le maoïsme était un péché véniel de la part d'une partie de nos élites, alors que le stalinisme, lui, est totalement réprouvé. Alors qu'il est évident que le maoïsme a été quand même une catastrophe humanitaire, politique, mondiale, absolument sans précédent, avec des chiffres. Mais quand même, moi, je reste toujours avec un souvenir précis. Je ne connais pas très bien la Russie, mais loin de là. Mais je me rappelle que Philippe Etienne, qui était à l'époque en poste à Moscou, avait demandé à la région dont j'étais l'élu de recevoir Monsieur Nemtsov. Et on avait donc... de M. Nemtsov comme de M. de Kustine, si vous voulez m'épargner de recevoir quantité de mails d'auditeurs qui me disent « Arrêtez de faire comme si nous avions tous passé le concours de l'agrégation d'histoire ou l'école normale supérieure », donc qui est cet individu Boris Nemtsov a été assassiné il y a quelques années, je crois, dans des conditions qui ont défrayé la chronique. C'était un opposant libéral, un homme politique d'opposition. C'était un homme politique. Et à l'époque, il était gouverneur, je crois, à Nijni Novgorod, si je me rappelle bien. Et il m'avait, et on avait parlé de la démocratie.
Et j'avais eu cette attitude un peu timorée, un peu prudente, d'occidental, cette rhétorique un peu qui est celle de Chirac et qui est aussi celle d'Hélène Carrère d'Encausse, qui consiste à dire on va pas demander aux Russes d'être aussi démocrates que les autres, etc. Donc, est-ce que vous avez intérêt à en demander autant? C'est quand même compliqué, la société russe. Et j'avais eu le droit à une sainte colère de sa part, à l'idée que on ne le juge à point et qu'on ne juge à point son pays à la même aune que le nôtre. Et il disait, là, nous ne sommes pas des Untermensch, c'est pas l'expression qu'il avait employée, là, c'est le choc des civilisations, nous ne sommes pas des hommes inférieurs, nous devons être démocrates comme tout le monde, et bon. Alors, il m'avait dit ça m'avait quand même tout à fait fasciné, et ce qui m'a évidemment horrifié, c'est de savoir que ce combat, il l'a payé de sa vie. Donc, je dis pas que ce soit un saint, je ne sais pas très bien comment tout cela s'est passé après, mais je pense que quand nous sommes sévères à l'égard de Poutine, et quand nous sommes sévères à l'égard des Russes, c'est précisément parce que nous nous sentons beaucoup plus proches d'eux que des Chinois. Nous sommes un peu dans l'attitude de Tchekhov. Tchekhov était aussi horrifié par certains aspects de la vie de la Russie, par certaines pulsions qu'il avait ressenties en lui quand il était gosse, et contre lesquelles il a lutté toute sa vie au nom de la civilisation. Et Poutine, on a quand même l'impression qu'on n'était pas très loin d'y arriver, que l'intérêt géopolitique de la Russie était de se rapprocher de l'Europe plus que de la Chine, que c'était l'intérêt économique, que c'était l'intérêt politique. Bien sûr, on peut toujours dire qu'on a poussé un peu trop notre avantage parce que Gorbatchev a très mal négocié face à Bush père les conditions de l'abandon des pays du pacte de Varsovie et de l'Allemagne de l'Est. Mais malgré tout, je ne crois pas du tout à la fable selon laquelle nous avons eu une attitude agressive à l'égard de la Russie dans la seconde partie des années 90 et au début des années 2000. Je me rappelle d'ailleurs, quand nous faisions cette émission sous d'autres cieux, on avait reçu Hélène Carrère d'Encausse et Bernard Guetta, c'était du temps de M. Medvedev, et ils disaient c'est la marche à la démocratie. Ils étaient très optimistes à l'époque, l'un et l'autre. Moi, j'étais plus réservé, plus sceptique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un immense malentendu et un dépit, une déception de notre part, et qu'on voit bien que Poutine entretient son pays dans une relation quand même d'asservissement relatif, celle qu'a décrit Philippe Meyer, alors qu'un avenir commun serait coopératif et amical, serait tout à fait possible et serait très envisageable à l'Ouest, d'autant que Trump donne pas les exemples d'une modération et d'une vision à long terme tout à fait satisfaisante. Pavel Chinsky. Là-dessus, je suis de l'avis exactement contraire au vôtre. Je vais vous en donner quelques exemples. Poutine a cru longtemps à cette théorie de la convergence qui a dicté la politique extérieure de Gorbatchev, qui consistait effectivement à penser que les deux systèmes devaient cohabiter et aller dans le même sens. Poutine tend la main à Bush au lendemain du 11 septembre. Et le premier geste du Kremlin est un geste participatif, cette main tendue et refusée. Le bombardement de Belgrade, le Kosovo, qui se fait au détriment, selon les Russes. Je ne suis pas diplomate et nous avons autour de la table des esprits plus experts que nous. En tout cas, les Russes, encore une fois, peut-être de leur héritage byzantin, tiennent un grand respect des formes, et les formes réellement ne sont pas respectées au moment de cette affaire. Et puis, la blessure narcissique la plus récente, c'est évidemment le dossier libyen, tel qu'il est géré au détriment absolu des règles internationales et en contournant cet instrument, l'ONU, que Poutine appelle à être respecté sur tous les tons et devant toutes les audiences. Au bout d'un moment, la conviction profonde de Poutine est que tout ça ne sert à rien et que l'Occident est prêt à travailler avec la Russie tant que la Russie est faible, tant que la Russie se tait, tant que la Russie laisse faire. Et n'oublions pas encore une fois dans quel état Poutine trouve ce pays en 1999. Et chez lui, la question de la restauration de la grandeur, le fait que la Russie puisse de nouveau être entendue, écoutée sur la scène internationale et pas simplement en faisant valoir le droit de veto à l'ONU, ce qui n'a pas été fait au moment de l'affaire libyenne. Mais Poutine, à l'époque, n'était pas président, c'était Medvedev. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Medvedev, d'ailleurs, n'a pas pu envisager un deuxième mandat. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Sur le Kosovo,
nous avons agi d'une façon certainement contestable vis-à-vis de l'ONU. Les Russes, c'était du temps de M. Helsinki, ont été parfaits dans cette affaire. Ils nous ont aidés. Nous en sommes très conscients. Nous en étions très conscients à l'époque. Ils nous ont aidés à nous sortir d'affaires, car au bout du compte, c'est eux qui ont laissé tomber le Milosevic. Donc, il y avait tout à fait les germes d'une coopération et c'était très bien reçu par nous parce que nous étions en train de bombarder les champs de patates et ça ne débouchait sur rien. Nous avions des raisons de vouloir protéger le Kosovo, mais nous n'avions certainement pas les moyens. Sur la Libye, n'exagérons rien. Moi, j'étais très réservé sur l'épisode libyen, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec un problème de défi des Russes. Enfin, c'est bon. Et sur l'Ukraine, les Européens en tout cas, sur l'Ukraine, sur l'adhésion à l'OTAN, les Européens, bien sûr, nous ne sommes pas formellement opposés aux États-Unis qui voulaient faire rentrer à George W. Bush, qui voulait faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais nous avons fait à Budapest exactement ce qu'il fallait pour que ça n'entre pas. Et M. Poutine est quand même suffisamment habile politique pour savoir que derrière un certain nombre de phrases, il y avait des gestes tendus qui n'ont pas du tout été saisis pour des raisons que je ne m'explique pas complètement. François Bujon de l'Étang. Sur l'affaire des stéréotypes, des idées reçues, etc., des clichés, je comprends très bien que ça puisse vous agacer. J'ai passé pour ma part 20 ans de ma vie aux États-Unis et j'ai passé 20 ans à lutter contre les idées reçues, les stéréotypes et les clichés que les Américains aiment à propager sur la France. Donc ça a un côté très irritant. Mais je suis quand même surpris de vous entendre tenir à ce point le langage de Moscou sur l'attitude de l'Occident. Et je voudrais revenir un petit peu là-dessus, parce que ça n'a pas toujours été comme cela, finalement. On oublie qu'après la chute de l'Union soviétique, il y a eu une bonne dizaine d'années, une décennie à peu près complète, pendant laquelle il y a eu effectivement une certaine convergence. Bien sûr, l'Union soviétique était ruinée, l'économie était en ruine, les privatisations ont été faites à la va comme je te pousse, les oligarques sont nés, le sentiment d'humiliation est parfaitement compréhensible, mais il ne nous est pas imputable, finalement. Si l'Union soviétique s'est effondrée, c'est parce que son système s'est effondré. On ne peut pas nous en vouloir. Je clame l'innocence là-dessus. Elle s'est effondrée parce que le système n'était pas bon, parce qu'il était vermoulu, parce qu'il a rencontré ses limites, etc. Pendant 10 ans ensuite, on a cherché à coopérer, et même quand M. Poutine a succédé à M. Yeltsin, il y a eu des moments, vous l'avez rappelé d'ailleurs à propos du 11 septembre, de rapprochement et de sympathie. On leur a proposé, par exemple, de travailler avec l'OTAN. Il y a eu même un moment où M. Poutine s'est interrogé, paraît-il, sur le point de savoir si la Russie n'aurait pas dû rejoindre l'OTAN. Effectivement, ça aurait été la meilleure façon de désamorcer ce problème. Et puis, il s'est passé quelque chose. Alors, je connais par cœur le narratif de Moscou. Je l'ai entendu décliner sous toutes ses formes. Il a d'ailleurs des virtuoses. Monsieur Lavrov est magnifique là-dessus. Mais Monsieur Grachov, par exemple, l'ancien porte-parole de Monsieur Gorbatchev, répand à Paris dans un français parfait et ailleurs dans d'autres langages également parfaits, le même narratif qui ne cesse de s'enrichir et de se développer au fil des ans. On a humilié la Russie, on a tiré avantage de l'effondrement de l'Union soviétique, on a repoussé les frontières de la Russie et fait venir l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie éternelle, alors même que M. Bush s'était engagé auprès de M. Gorbatchev à ne jamais le faire. Je connais tout ça par cœur jusqu'à satiété. Mais ce narratif est récent. C'est une reconstruction de l'histoire. C'est du révisionnisme pur qui est né en réalité aux environs de 2010-2012. Pour moi, le tournant majeur, ça a été les révolutions de couleur en Géorgie, par exemple, en Ukraine, où les Russes ont toujours imaginé que c'était la CIA qui en avait tiré les ficelles, et surtout les manifestations qui ont eu lieu à Moscou et dans d'autres villes russes après la réélection de M. Poutine, dont les chiffres avaient été inutilement, à mon avis, enjolivés après 2012. C'est à ce moment-là qu'est né ce narratif. Et aujourd'hui, il ne cesse de se développer, de s'enrichir, de se durcir. Et on a le sentiment, à écouter un Lavrov ou un Poutine, qu'ils ont commencé à y croire à un point tel que nous n'en sortirons plus. Alors, ma question, c'est simplement, comment sort-on d'un cul-de-sac pareil? Qu'est-ce qu'on peut faire, après tout? On ne peut pas reconstruire l'histoire, on ne peut pas la réinventer, on ne peut pas reconstruire la magnifique Union soviétique. Bon, d'une part, alors, on peut
Et là, je parle en ancien cagneux, effectivement, contester la validité du discours d'un interlocuteur en disant que ce discours est un narratif et qu'il n'est jamais que la voix de son maître. Donc, là-dessus, je pense qu'entre personnes de bonne compagnie, on peut tout au moins se suggérer les uns aux autres que nous énonçons des idées que nous avons quand même un petit peu mûrement réfléchies en soi. Et si vous, effectivement, considérez que ceci est un narratif, rappelez-vous du discours de Munich, qui a eu lieu bien avant les révolutions de couleur et bien avant l'Ukraine. Poutine déjà énonçait un certain nombre de ses thèses. Il en a parlé devant notre président Macron et le Premier ministre japonais au Forum de Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. Bon, mais encore une fois, je suis ni diplomate ni homme politique et mon travail est de faire en sorte que par la présence française en Russie, eh bien, d'une manière peut-être ce régime se libéralise, encore une fois en se rappelant de Tocqueville et se disant que la démocratie est le régime des classes moyennes. Plus on aura de voitures Logan, plus on aura de crédits Société Générale et plus on aura de magasins Leroy Merlin, ben plus on aura de propriétaires et plus ces gens-là auront une conscience civique active et cesseront d'être manipulés par quelque chose qui rappelle furieusement l'ORTF du temps de ministre Perfit, et c'était il n'y a pas si longtemps. Comment sortons de ce cul-de-sac ? Eh bien par le dialogue et non pas par les sanctions. Nous l'avons dit sur tous les tons, prendre des sociétés, des hommes d'affaires, des emplois en otage du fait de situations qui n'ont rien à voir avec leur activité, ce n'est pas quelque chose qui règle les problèmes. Et puis sur la question de l'Ukraine, eh bien peut-être, et là je regrette que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui avait tordu le cou au problème au 7 en allant directement parler sur place aux différents belligérants et en tentant de résoudre cette crise. Aujourd'hui, rien n'est fait. Hélas, à part ce groupe de Minsk et Pierre Morel, notre représentant spécial, explique à quel point il est difficile, avec toute la bonne volonté du monde, de faire se mettre d'accord des partis antagonistes sans que les personnalités de premier rang, comme le président Hollande lors de son mandat, comme Nicolas Sarkozy avant lui, avait pris en tout cas la décision de s'y mêler et de prendre encore une fois ce taureau par les cornes. Donc nous espérons, et nous l'avons dit au moment où il est venu à Saint-Pétersbourg, que le président Macron, avec ou sans Angela Merkel, il vaudrait mieux que ce soit avec elle, peut-être s'intéresse de plus près et de manière plus personnelle à ce problème ukrainien plutôt que de laisser les choses se déliter. Alors, comme nous sommes un peu en train d'illustrer ce que nous disions et ce que nous regrettions tout à l'heure, c'est-à-dire que dès qu'on se met à parler de la Russie, on ne peut, non seulement on ne parle que des choses noires, dont je crois personne autour de cette table n'a nié ni l'existence ni l'importance, mais du coup la Russie elle-même est en train de foutre le camp. Et moi j'aurais voulu vous poser quelques questions sur la société russe, parce que il y a des indicateurs qui sont plus intéressant ou plus riche d'informations, me semble-t-il, que tel ou tel reportage qui ont pu être ou d'ailleurs n'être pas faits. Je pense par exemple au fait que le taux de natalité, le taux de fécondité remonte. Ils étaient descendus extrêmement bas. Et c'est au fond une manière de... On ne vote pas, si j'ose dire, avec ses pieds, mais on vote, enfin les dames votent avec leur ventre, et ceux qui ont contribué à faire grossir ce ventre, en général, partagent la même vision de l'avenir. Qu'est-ce qui est ressenti comme positif par les Russes dans l'évolution, sachant qu'en plus ce taux de fécondité et de natalité n'est pas le même selon qu'on est dans la province centrale ou que l'on est dans les régions périphériques, et d'ailleurs est différente à bien des égards. Qu'est-ce qui est ressenti et qu'est-ce que vous-même vous définiriez comme étant les points positifs de la vie sociale, de la vie économique et de l'initiative en Russie ? Alors, je vais vous dire quelque chose qui sonne comme une formule à l'emporte-pièce ou commerciale, mais je vous défie de me trouver un historien, un sociologue, un démographe, quel qu'il soit, russe, français ou étranger, qui met en doute ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que jamais la Russie de son histoire, depuis l'époque des Varegs et des Rurikides, n'a vécu de manière aussi confortable que ces 20 dernières années. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que pendant 20 ans, vous avez une période
relativement calme, relativement stable. Je modère mon propos à dessein, mais rien ne s'est passé de comparable aux crises monétaires, au dévissement terrible du rouble que l'on a connu dans les années 90. Il y a une deuxième guerre de Tchétchénie qui commence au moment à l'arrivée du pouvoir de Poutine, mais qui se termine très peu de temps après. Et vous avez une période où on a parlé des pétrodollars, mais il ne s'agit pas simplement des pétrodollars, mais où les gens reprennent confiance, tout simplement, dans leur quotidien et se mettent à faire ce que les Russes n'ont jamais véritablement fait, mais ne le faisaient pas du tout dans les années 90, ils se mettent à faire des plans sur l'avenir. Ils se mettent à voyager, ils se mettent à projeter des enfants, des achats, modestes peut-être, une voiture, une Dacia, mais vous avez quelque chose qui se normalise. Et encore une fois, je repense à ce paradigme de Tocqueville qui est si efficace, c'est que c'est au moment où une nouvelle génération accède à une forme de conscience politique, à des instincts de propriétaires, que les choses commencent à craquer, que le système est soumis à une contestation interne. Les gens qui sont descendus dans la rue pendant le mandat de Medvedev, les fameuses manifestations de la place Bolotnaïa, de l'avenue Sakharov, sont des enfants de Poutine, sont des gens qui n'ont connu personne d'autre que lui. Et c'est justement parce qu'ils ont commencé à voyager, et pas à voyager uniquement avec des pseudo-secrétaires dans des jets privés sur la Côte d'Azur, ou à Courchevel, comme on les décrit également si aisément, mais avec des appareils photo au cou, et puis en voiture de location, et d'un bout à l'autre du monde. Et que ces gens-là ont pris conscience du fait que, eh bien, on pourrait aller plus loin, que la justice pourrait être réformée, que le système de santé pourrait être réformé. Mais le fond de tout cela, c'est que, encore une fois, jamais les Russes n'ont vécu aussi bien que depuis ces 20 dernières années. Et Poutine y est peut-être pour quelque chose, mais pas uniquement lui. Un mot sur le système d'information. On a décrit tout à l'heure à quel point il était contrôlé par le pouvoir, mais justement, il est aujourd'hui techniquement possible de s'informer en regardant, évidemment, il faut en général parler d'autres langues que la sienne propre, mais il est possible de s'informer en passant par aussi bien les chaînes du satellite que quelquefois les réseaux sociaux, si tant est que les réseaux sociaux véhiculent de l'information. Qu'est-ce qu'il en est sur ce plan-là en Russie? Et puis question annexe, avant de laisser la parole à mes camarades, mais question annexe, quelle est la place, quelle est l'image, quel est le poids que la France joue dans les relations qui sont celles que vous surveillez et que vous dynamisez, qui sont les relations commerciales avec la Russie? La Russie est l'un des pays les plus connectés au monde. On en connaît la face noire à force de parler des hackers russes qui auraient fait lire à peu près tout ce qui a été élu ces dernières années, à tort ou à raison. À côté des hackers russes, vous avez également une population qui très massivement suit l'information, non pas par la télévision. Vous avez un nombre de plaisanteries, comme toujours en Russie, sur effectivement la boîte à zombies, comme on l'appelle, mais la plupart de mes collègues, de mes amis, dans les régions aussi bien qu'à Moscou, se sert de son téléphone, non pas tant pour téléphoner, mais que pour suivre sur un certain nombre d'applications des informations qui sont plus objectives que ce que la télévision veut bien en dire. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème, parce qu'aujourd'hui, la fibre optique est présente d'un bout à l'autre du pays. Internet est un prodigieux outil de libéralisation, et beaucoup de scandales éhontés liés à des faits de corruption, à des accidents de la route où les coupables ou fonctionnaires étaient dédouanés au détriment des victimes, eh bien tout ça a été réglé parce que les gens se baladent aujourd'hui avec des appareils photo, avec des téléphones portables, et que on ne peut pas lutter contre des faits aussi éloquents qu'une vidéo virale. Donc c'est un fait positif. La France, aujourd'hui, encore une fois, joue un rôle de premier plan. Ça a été pendant 4 ans, pendant les 4 premières années de la crise ukrainienne, le premier investisseur direct en Russie. Aujourd'hui, nous sommes derrière les Allemands. Mais il n'y a pas vis-à-vis des Allemands un tel capital de sympathie que les Russes éprouvent pour les Français. Et en tout cas, la visite d'Emmanuel Macron a été une grande réussite. Nous espérons tous à Moscou que ce rapprochement reviendra peut-être au niveau de la fameuse année croisée 2010 où la Russie et la France ont semblé de nouveau unis et marchant main dans la main. Mais il fait bon être français en Russie, oui. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que
Je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec la loi de Tocqueville. Mais c'est pas pour ça que je m'arrête. Ne croyez pas que nous ayons une attitude d'hostilité à l'égard d'un rapprochement avec la Russie, à l'égard de la volonté de changer. Et moi, je suis tout à fait solidaire de ce qu'essaie de faire le président Macron avec le président Poutine. Mais ça n'est pas pertinent, je crois, la comparaison avec la loi de Tocqueville. Tocqueville décrit la situation de la France à la fin du règne de Louis XVI et montre, ce qui est surabondamment prouvé par les historiens, qu'il y a à travers tous les ministères, pas seulement celui de Turgot, celui de Calonne, celui de Loménie-Brienne, etc., qu'il y a une volonté réelle de transformation des choses, qui est manifeste à tous les points de vue, le statut des protestants, l'ouverture, puis finalement les États généraux, mais tout un ensemble, et évidemment les lois économiques, il y a tout un ensemble de processus d'adaptation politique insuffisants et contradictoires, parce que Louis XVI ne sait pas gérer cette affaire-là. Louis XVI est un très mauvais politique, un très bon homme, et un très mauvais politique par rapport à Poutine. Tandis que là, nous sommes beaucoup plus dans une situation de confrontation entre une société qui est ce que vous dites, qui est une société qui devient avec une classe moyenne un peu plus importante, avec des aspirations au voyage, des aspirations à la connaissance, à la liberté de l'esprit, qui sont beaucoup plus grandes, mais on a plutôt le sentiment d'un pouvoir qui s'est refermé par rapport à Helsinki. Alors on dit que c'était une corruption énorme sous Helsinki, mais on n'a pas l'impression que la corruption, on a l'impression qu'elle est peut-être passée sous le tapis, mais qu'elle n'a pas beaucoup diminué et que les oligarques sont toujours là. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait des progrès. En revanche, on voit un resserrement autoritaire de partout. Et nous ne pouvons pas nous empêcher, quand François Bujon de l'Étang, je ne sais pas si j'interprète correctement sa pensée, parle de narratif, il dit effectivement qu'il y a eu un moment lié à l'Ukraine, lié à la contamination d'un modèle démocratique extrêmement imprécis, parce qu'on ne peut pas dire que l'Ukraine ce soit un succès. Mais il y a eu une espèce de contamination qui fait que Poutine s'est senti dans une situation de contestation potentielle de son pouvoir et qu'il a durci un certain nombre de choses. Or, nous avons, il y a un certain nombre de gens ici, en Europe et en France, mais en Allemagne également, qui considèrent que c'est dommage. C'est dommage, nous sommes d'accord avec l'idée de M. Poutine, sur lequel, par exemple, la poudrière du Moyen-Orient, parce qu'il y avait la poudrière des Balkans, mais maintenant on est vraiment dans la poudrière du Moyen-Orient, on ne pourra la gérer correctement, c'est déjà très difficile, on est tous d'accord, les Américains, les Européens et les Russes, mais c'est une condition nécessaire, sinon suffisante, pour essayer de mettre un peu de stabilité. Donc nous sommes très ouverts là-dessus. Nous sommes très ouverts sur le développement des liens économiques que vous soutenez par votre activité quotidienne, mais nous sommes aussi conscients que géopolitiquement, la grande opposition, elle est plutôt avec la Chine, où là nous avons un concurrent extrêmement dangereux et très redoutable, que c'est également le concurrent géopolitique, c'est surtout le concurrent géopolitique de la Russie à cause de l'immensité sibérienne, et donc nous avons l'impression de choses gâchées. Et là, on s'interroge sur Poutine et on revient à qu'y a-t-il derrière la tête de Vladimir Poutine, et on a l'impression qu'il y a un océan tumultueux d'idées contradictoires, à la fois occidentales, slavophiles, islamophiles, islamophobes, etc., et que ceci n'est pas stabilisé. Et c'est ça qui nous gêne. Pavel Chinsky. Je pense qu'il vaut mieux, dans ce cas, utiliser le petit ouvrage de Slama plutôt que celui d'Elchaninov, qui montre que Poutine est quelqu'un avec, pour le coup, des idées qu'on peut qualifier de primaires, mais à mon avis non tumultueuses, et qui a vis-à-vis de l'Occident une sensation d'amant trahi. Quelqu'un qui peut-être a eu des aspirations, des ambitions qui... C'est sa perception à lui. Je ne m'en fais pas ni le héros ni le suppôt. Mais ce que l'on ressent particulièrement aujourd'hui en discutant avec un certain nombre de hauts fonctionnaires profondément francophiles, profondément attachés à un certain nombre de valeurs démocratiques réelles, parce que beaucoup d'entre eux ont été beaucoup à Strasbourg et ont participé aux sessions du Parlement européen. Ces gens-là se retrouvent aujourd'hui sur des listes de sanctions individuelles avec les membres de leur famille parce qu'ils sont proches. Je parle également des hommes d'affaires qui
qui n'ont joué absolument aucun rôle dans la question de Crimée et qui sont mis à l'index par les Américains sur la base d'une photocopie de la liste Forbes des principales fortunes du pays. Heureusement, l'Europe ne suit pas, de ce point de vue-là, nos partenaires américains aveuglément sur la question, mais encore une fois, il est difficile de trancher des conflits de perception, parce que derrière elle, vous avez des raisonnements en marche, et Poutine n'est pas le seul à gérer tout cela. Je crois qu'il est entouré d'un certain nombre de clans, qui certains proposent des positions plus dures, c'est notamment ce qu'on appelle en Russie les Siréviki, les ministères de force, armée, police, services secrets, et de l'autre, quelqu'un comme Koudrine, dont vous avez évoqué le nom, et qui a proposer lui un programme libéral qui est à la base du nouveau programme économique du nouveau président Poutine dans son 4e mandat, le dit Koudrine ayant été nommé à la tête de la Cour des comptes. Donc encore une fois, il y en a sans doute pas assez, mais il y en a pour les uns et pour les autres. François Bujon de l'Étang. Oui, c'est un sujet difficile. D'abord, nous ne sommes pas responsables, nous, Européens, de tous les péchés commis par les Américains. Et je sais bien par expérience, pour y avoir résidé pendant longtemps, que cette antienne de faire entrer l'Ukraine, la Géorgie dans l'OTAN et qui vient de la droite républicaine, elle est permanente, elle est insupportable, elle est stupide. Nous nous en sommes dissociés, pas assez fort peut-être, mais Jean-Louis faisait allusion quand même au sommet de Bucarest. C'était Bucarest, pas Budapest. En 2008, la France et l'Allemagne ont pris position ouvertement contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et aujourd'hui, je ne connais pas un responsable français ni allemand qui serait favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc les Américains ont un certain nombre de travers, nous en avons d'autres, nous ne sommes pas responsables de tout, et on doit pouvoir tout de même trouver entre Européens, puisque les Russes sont quand même un peu européens, même si la querelle des slavophiles et des occidentalistes dure depuis 2 siècles, on doit pouvoir trouver quand même des voies d'accommodement. Comment peut-on sortir de... Je suis tout prêt à reconnaître quelques péchés européens qui ont été commis, notamment à Bruxelles, mon cher Jean-Louis, d'ailleurs, dans la conception de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et les choses se sont passées dans l'indifférence des gouvernements avant le sommet de Vilnius. On a découvert beaucoup trop tard dans les chancelleries et dans les gouvernements à quel point le projet... Ça manque de diplomates professionnels, Bruxelles. Mais absolument, problème, il n'y en a pas suffisamment, où ils sont occupés ailleurs, c'est déplorable. Mais je veux dire, on voit très bien, est-ce qu'il serait concevable, pour sortir de ce cul-de-sac, que l'Europe, probablement à l'initiative des Français et des Allemands, mais avec d'autres qui sont intéressés aussi à un rapprochement avec Moscou, une détente en tout cas avec Moscou, puisse trouver les chemins de ce que j'appellerais un nouvel Helsinki, comme on avait trouvé dans les années 70 la CSCE, pour commencer à dialoguer de façon constructive avec une Union soviétique qui jusqu'à présent était fermée. Au fond, cette affaire de l'Ukraine, elle est absurde. L'Ukraine devrait être un trait d'union entre la Russie et l'Europe, au lieu d'être évidemment une pomme de discorde. Et on a fait en sorte que ça devienne une pomme de discorde. Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce qu'on pourrait, en allant expliquer aux Russes qu'on ne veut pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, qu'on voudrait au contraire qu'il y ait des accords commerciaux qui soient compatibles avec les intérêts de la Russie et les intérêts de l'Union européenne? Est-ce qu'il y aurait moyen de construire un nouveau dialogue qui soit un peu plus constructif que le dialogue de sourds actuel? Pavel Chinsky. Je ne suis pas sûr qu'Helsinki aurait été possible avec une Europe à 28. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une Europe? Ça n'aurait pas été possible avec la Finlande. Et beaucoup d'initiatives soutenues par les États du Sud sont immédiatement bannies avec une hostilité épidermique par des pays comme les États baltes, ou la Tchéquie, ou la Pologne. Je serais bien le dernier ici à leur reprocher, parce qu'ils n'ont absolument aucune raison ni d'aimer, ni de faire confiance à ce que dit Lavrov et la diplomatie russe. Ils ont beaucoup souffert. Et les Hongrois ont beaucoup souffert, apparemment, ça ne les détourne pas du chemin de Moscou. La Hongrie a sans doute, oui, moins souffert que les États baltes. Après, c'est également une question de relève politique, de personnalité des hommes au pouvoir. Mais aujourd'hui, encore une fois, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression de me faire le porte-parole, ou en tout cas de relayer un certain nombre de propos russes. Mais les Russes ne pensent pas qu'un dialogue avec l'Europe soit possible, parce que l'Europe est un vaste capharnaüm. Poutine ne cesse d'avoir aux lèvres ce mot de souveraineté qui est à la base de sa popularité et qui est la clé de voûte de son système politique depuis le moment où il a succédé
rappeler à Boris Yeltsin, qui a bradé cette souveraineté autant qu'il l'a pu, aussi bien en interne qu'en externe. Eh bien, aujourd'hui, la question de la manière, et ça, je vous en parle parce que c'est une douleur personnelle et intime, la manière dont l'Europe supporte l'extraterritorialité des lois américaines au détriment de tous les fondements démocratiques, de tout ce qui a bâti les bases de notre vie démocratique depuis au moins l'époque des Lumières, la manière dont cette extraterritorialité absolument inique, scandaleuse, insupportable, aujourd'hui s'exerce, pas uniquement contre la Russie, contre d'autres pays sous sanctions, et puis au détriment des intérêts économiques européens. Mais on la supporte au sens français, pas anglais du terme. Nous en souffrons. Nous en souffrons en silence, et parfois... Non, pas en silence. Alors là, non. On n'en souffre pas en silence. Quand BNP Paribas paye 9 milliards de dollars de pénalités aux Américains parce qu'elle a enfreint un certain nombre de dispositions sur les sanctions, je ne peux pas dire que nous soutenons l'extraterritorialité des lois américaines. Rappelez-vous de ce qu'a répondu le président Hollande en sortant de son dîner avec le président Obama aux journalistes au sujet de cette histoire. Quand on lui a demandé ce que l'État entendait faire dans cette histoire, comme l'État français avait réagi, rappelez-vous, au moment de la grande querelle entre Total et les États-Unis au début de l'exploitation du chalfe iranien, ça avait été autre chose. Et vous savez ce que le président Hollande a répondu à l'époque? Il a répondu, le président Obama m'a assuré que la justice américaine était indépendante. Mais évidemment, le président Obama va pas vous dire qu'il peut faire quelque chose. Mais le président Hollande n'a pas échappé que le président Hollande a été battu. Et il a été battu en grande partie à cause de ça. Pas de cette phrase à proprement parler, mais parce que l'image qu'il donnait de la France était quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce que voulaient les Français. Et là, avec Macron, on peut critiquer de mille, mais on a quand même un style tout à fait différent. Et vis-à-vis des États-Unis, notamment, même s'il est complexe, et le discours de Monsieur Macron devant le Congrès des États-Unis n'était pas un discours de complaisance, loin de là. Il rappelait des logiques multilatérales qui étaient directement contestées par les Américains. Là, je ne vois pas pourquoi Monsieur Poutine ne serait pas réceptif à des évolutions qui sont à des chocs. Le choc allemand de rupture de solidarité avec des États-Unis sur la sécurité allemande, le choc français, l'abandon, par exemple, des champs du contrat de Total au profit des Chinois en Iran, tout ça, c'est des traumatismes énormes et des traumatismes qui méritent, à mon avis, d'être traités autrement que par une exploitation tacticienne. Je vais vous répondre. Par un grand accord. Pavel Chinsky. Je vais vous répondre sur, encore une fois, le caractère unique de cette extraterritorialité. La nouvelle vague de sanctions américaines contre les Russes associe de nouveau qu'effectivement ces sanctions sont extraterritoriales et que toute entreprise française se trouvant à avoir commerce avec une société russe sous sanction ou dont l'un des actionnaires sous sanction est susceptible de connaître le même sort que BNP Paribas. On est solidaire de ces sanctions, donc c'est différent. Ce n'était pas le cas des sanctions précédentes, où effectivement c'était simplement les sociétés américaines qui étaient soumises à ce risque-là. Qu'est-ce que le président Macron demande à Donald Trump lors de son récent séjour aux États-Unis? Est-ce qu'il demande une remise en cause de ce système? Non, il demande simplement la possibilité pour un certain nombre de cas précis, et il rajoute à une liste de sociétés françaises également des sociétés britanniques, italiennes et allemandes, de venir, au cas par cas, demander l'autorisation à l'OFAC d'avoir une exemption pour ces sociétés françaises. Donc s'il demande, c'est exactement ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit quand il était ministre de l'économie en visite à Moscou, que Total lui a demandé s'il était normal qu'un projet comme Yamal, financé aujourd'hui en yuan et en roubles, ne soit plus possible pour un financement en dollars. S'il était normal que une société française aille demander à l'OFAC à Washington la possibilité d'être financée par une banque française pour un projet français. Macron, à l'époque, nous avait répondu qu'il faudrait aller à Washington et en discuter avec l'OFAC. Donc si c'est ce qu'on appelle remettre en cause ce système-là, je trouve qu'effectivement on est loin du compte. Mais on ne va pas remettre en cause unilatéralement. Je vous remercie de cette dernière anecdote qui resitue en effet cette question qui ne s'applique pas seulement à la Russie, mais on a bien compris aussi à d'autres pays, notamment à l'Iran. C'est donc avec cette anecdote que nous vous remercions et que nous vous quittons. La semaine prochaine, nous continuerons donc cette série d'émissions thématiques dont je rappelle qu'elles sont soutenues par la compagnie d'assurance MMA, comme je rappelle que d'une part, on peut sur le site www
le nouvel esprit public sans séparation.fr. Trouvez toutes les informations concernant cette émission, mais aussi toutes les informations concernant notre petite entreprise et les moyens de la soutenir. Et je rappelle que c'est avec Valentin Petit et Alicia Daucher que cette émission est préparée. C'est Nicolas Tourneau qui assure la maintenance du site. C'est Maxime Olivier et Thibaut Delage et le studio L'Arrière-Boutique qui l'enregistre. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produit notre podcast. Et c'est vous que nous espérons retrouver la semaine prochaine.